Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là avec vous pour animer cette session. Je m'appelle Arnaud Pouchon. Je suis psychiatre au CHU de Grenoble dans le service des troubles de l'humeur résistants. Et puis je suis également doctorant au GIN dans l'équipe cerveau, comportement, neuromodulation. On avait choisi pour cette troisième session du séminaire organisé par le COS June dans le cadre du projet CERCOG de vous parler de la santé mentale. La santé mentale, comme beaucoup le savent, c'est aujourd'hui un enjeu de santé publique majeur. En témoignent les assises de la santé mentale qu'on avait eues en 2021. Et sans rentrer dans les détails un petit peu et vous accabler de chiffres, épidémiologiquement, c'est assez parlant. C'est quand même une personne sur 5 qui sera touchée par un trouble psychique au cours de sa vie. Un Français sur 4 qui prend régulièrement des psychotropes. C'est quand même la première cause de morbidité chez les moins de 50 ans et la première cause de mortalité chez les 20-35 ans, notamment par suicide. Ces chiffres, quand même, vous montrent l'ampleur aujourd'hui de l'importance de la recherche qui doit être faite et qui est faite en santé mentale et qui est donc un des axes du projet CERCOG via l'axe clinique notamment. La date non plus n'est pas choisie par hasard, parce que, alors, si je ne dis pas de bêtises, entre le 9 et le 22 octobre, on est sur les semaines d'information sur la santé mentale. Donc c'est un projet, on va dire, national qui vise à informer, justement, déstigmatiser, rassembler autour de la santé mentale pour en parler et pour faire naître également des collaborations. Vous allez voir qu'on parle de santé mentale, de psychiatrie. C'est une discipline extrêmement vaste, très transdisciplinaire, donc qui se prête extrêmement bien justement à ce projet CERCOG, qui, comme vous le savez, vise à rassembler tous les acteurs du bassin grenoblois qui travaillent sur le cerveau et la cognition, en rassemblant des chercheurs et des cliniciens. Puisque les troubles psychiques, on peut les aborder de la neurobiologie aux sciences sociales, en passant par la psychologie, les neurosciences intégrées, les neurosciences cognitives, etc. Et c'est pour ça qu'on avait choisi, avec le COPIL, différents intervenants de disciplines diverses et variées pour un peu montrer justement l'intérêt de cette transdisciplinarité dans la discipline et dans la santé mentale. On a 3 interventions aujourd'hui. Alors, on va commencer avec Audrey Kist, qui est ingénieure et doctorante à l'Institut des neurosciences de Grenoble dans l'équipe cerveau, comportement, neuromodulation, et qui va nous parler des troubles obsessionnels compulsifs, de l'implication du noyau subthalamique, et puis de stimulation cérébrale profonde. Je présente aussi rapidement les autres intervenants qu'on aura, et puis Audrey, je te laisserai la place. On aura l'honneur d'accueillir le professeur Rebecca Shankland, qui est professeure de psychologie du développement à l'Université de Lyon, si je ne dis pas de bêtises, et qui est chercheuse dans le département de psychologie du développement, et qui viendra nous parler des innovations pour la prise en charge et pour le traitement en santé des étudiants. Plus sur la prévention. Ok. On fera une petite pause quand même bien méritée entre les deux, et puis on aura notre dernier intervenant, le docteur Clément Gignoux, qui est maître de conférence à l'UGA en psychologie sociale, c'est ça, et chercheur au laboratoire Sens. Voilà. Et qui nous parlera plutôt de l'activité physique comme moyen de prévention, c'est ça? On est encore dans la prévention. Ça marche pour les deux, c'est ça. Pourquoi on s'y intéresse et comment les mettre en place. Dans le contexte professionnel, exactement. Voilà, donc encore merci à vous d'être ici. Et puis sans plus attendre, je vais appeler notre première invitée, Audrey Kist. Je te passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'avoir l'occasion de vous parler aujourd'hui des troubles obsessionnels compulsifs et de la stimulation cérébrale profonde. On va s'intéresser plus particulièrement à la stimulation du noyau sous-thalamique en raison de son rôle dans certaines fonctions qui sont particulièrement intéressantes dans ce trouble-là. Et je vous présenterai une recherche qui a été faite pendant ces 3 dernières années. Alors c'est un projet qui est très CERCOG puisqu'on a 3 intervenants ici. Il y a le GIN, donc l'Institut des neurosciences,
le laboratoire de psychologie et neurocognition et le CHU. Et la date est très bien aussi pour le TOC, puisqu'on est aussi actuellement dans la semaine internationale de awareness du trouble obsessionnel compulsif, donc ça tombe bien. Alors, pour commencer à introduire le sujet, qu'est-ce que c'est que les troubles obsessionnels compulsifs ? C'est une maladie psychiatrique qui se caractérise par des obsessions, donc des pensées récurrentes, persistantes, envahissantes, qui vont entraîner une certaine détresse chez les patients, de l'anxiété, de l'angoisse, parfois de la honte, de la culpabilité ou du dégoût. Et ce sentiment de détresse, évidemment, entraîne un besoin de neutralisation qui se matérialise par les compulsions, donc des comportements ou des actes mentaux, comme par exemple des prières, qui vont être répétitifs et stéréotypés, parfois en rapport avec l'obsession, parfois qui ne semblent pas directement en rapport. Quoi qu'il en soit, le sujet a souvent conscience de la démesure de ses comportements par rapport à ses obsessions. Et néanmoins, ce comportement est maintenu jusqu'à l'obtention d'un soulagement, une anxiolyse qui évidemment est temporaire, mais qui va avoir pour effet finalement de créer un certain renforcement par une forme de conditionnement, puisque on réalise ces compulsions, on obtient un soulagement, donc ça va renforcer l'association entre le comportement et le soulagement. Et de l'autre côté du spectre, au niveau des obsessions, quand on peut avoir un comportement d'évitement par rapport à la situation qui nous crée ces obsessions, bah, ça peut aussi créer un renforcement, puisque finalement on y pense tout le temps. Alors, moi, je vais vous assommer de chiffres un peu. Au niveau mondial, cette pathologie est considérée comme la 10e maladie la plus handicapante au niveau mondial. Et pour les femmes en particulier, la 5e cause de handicap dans les pays industrialisés. Donc au niveau collectif, au niveau individuel, c'est aussi quelque chose avec des enjeux. Donc on a un taux de guérison complète qui est seulement de 16%. Qui est donc assez faible. 50% des cas sont sévères, voire très sévères. 36% des patients sont non répondants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir la réponse attendue au traitement qu'on peut leur proposer. Parmi ces patients, parmi l'ensemble des patients, 10% des cas sont des formes très sévères du trouble et non répondants. C'est-à-dire que le trouble est vraiment très envahissant et handicapant et ne répond pas au traitement. Et enfin, 15% des patients présentent un historique de tentative de suicide. Ce qui montre bien qu'au niveau individuel, c'est quand même un trouble qui peut avoir des conséquences assez dramatiques. Et j'ajouterais également au niveau collectif que ce trouble représente des coûts qui sont vraiment énormes, puisque pour les chiffres que j'ai trouvés, ça se compte à chaque fois en coûts directs en plusieurs milliards de dollars annuels, suivant le pays qu'on considère. Ça vous donne un ordre de grandeur, les chiffres sont assez variables, mais ça montre bien quand même que ce trouble, il y a un véritable enjeu à la fois de santé publique, de coûts, et puis évidemment, pour les patients, au niveau individuel, c'est quelque chose qui est très, très lourd. Si je détaille un petit peu le modèle cognitif du TOC, donc je vous ai présenté simplement obsession, anxiété, compulsion, soulagement. D'une façon un peu plus détaillée, on peut voir que donc il y a d'abord cette émergence de pensées qui à la base peuvent être des pensées ou des inquiétudes entre guillemets normales, mais qui vont être mésinterprétées au niveau de leur importance, au niveau de la menace qu'elles représentent. Donc là, on a quelque chose qui va être lié à l'évaluation de la pensée, donc à la métacognition. Ça entraîne une perturbation de l'humeur, donc troubles de l'humeur, qui vont en réaction entraîner ces comportements répétitifs. Et la personne a beau savoir que ces comportements ne lui sont finalement pas bénéfiques, elle ne peut pas les réprimer. Donc il y a en quelque sorte une difficulté à inhiber un comportement qui peut s'apparenter à un trouble de l'inhibition de la décision.
Et donc, tout ça pour mettre en évidence, parce que j'y reviendrai pour la deuxième partie de la présentation, que au niveau du modèle cognitif, on a vraiment des composantes liées au traitement émotionnel, des composantes liées au processus décisionnel, et enfin au processus métacognitif, donc l'évaluation de ses propres pensées. Au niveau physiopathologique, donc on a la description clinique, on a une description un peu du modèle cognitif, et on a pu identifier un certain nombre de différences structurelles, anatomiques et métaboliques d'activité. Les différences au niveau du cortex se situent au niveau orbitofrontal. On a une différence morphologique. Alors, je ne vous ai pas mis dans quel sens parce que ça dépend des études en fait. Mais en tout cas, on a une hyperactivité et une hyperconnectivité du cortex orbitofrontal. On a aussi une hyperactivité du cortex cingulaire antérieur, ainsi que des différences volumétriques. Et en revanche, une activité réduite du cortex préfrontal dorsolatéral qui, lui, va être impliqué notamment dans les processus décisionnels. Il y a aussi des choses au niveau sous-cortical, donc au niveau du thalamus en vert, des différences de volume, au niveau du striatum également en gris, et au niveau du noyau sous-thalamique, une différence d'activité électrophysiologique avec un taux de décharge qui est plus bas et inversement une activité en rafale. Et bien évidemment, toutes ces structures sont interconnectées et au niveau des connexions, il y a aussi des hyperspécialisations et des altérations. Alors, comment ça se prend en charge le trouble obsessionnel compulsif ? Les approches conventionnelles sont de deux types. Il y a des psychothérapies qui vont comprendre la restructuration cognitive, la psychoéducation, beaucoup d'expositions avec prévention de la réponse. Donc ça, c'est le volet psychothérapie. Et puis qui va être complété, on va dire, par une association avec des psychotropes, principalement les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Et donc ces traitements classiques, qui sont généralement associés, vont avoir, les patients vont y répondre plus ou moins en fait. La réponse dont je vais parler beaucoup ici du score Whybox, qui est une échelle de mesure des symptômes en fait. Et un score élevé indique un trouble très intense. Et donc, par l'association des TCC et des psychotropes, on peut avoir une réponse complète qui concerne 20% des patients, ce qui est pas non plus énorme. Une réponse partielle dans 60% des cas. Et ce qui nous laisse, vous aurez fait le calcul, une absence de réponse dans 20% des cas. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans 10% de ces... dans la moitié en fait de ces cas de résistance, on est sur une forme très sévère du trouble, une forme très handicapante du trouble. Donc la question maintenant est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces patients-là, pour qui le trouble est très résistant et très handicapant. Alors, l'approche, on va dire, historique, c'est la psychochirurgie lésionnelle, donc des interventions lésionnelles qui vont avoir pour objet de sectionner différentes parties de la substance blanche. Alors, ça se fait maintenant de façon pas non invasive, on ne peut pas dire ça, mais en tout cas sans ouverture, entre guillemets, par rayon gamma. Vous voyez ici l'équipement de la PHM. Et ces sections se pratiquent au niveau de la capsule antérieure. On peut avoir d'autres interventions, cingulotomie antérieure, tractotomie, qui peuvent être combinées dans certains cas. Et donc cette approche-là permet d'obtenir certains résultats, c'est-à-dire que 50 à 67%, suivant les études, sont considérés comme répondants. Il y a différentes cibles, comme vous pouvez le voir, pour ces chirurgies-là. Alors pour choisir quelle est la cible la plus appropriée, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Et c'est quand même très gênant parce qu'on est sur quelque chose de destructif, en fait. C'est une lésion irréversible qu'on va créer.